Alors sur le bulletin, il était marqué la tête dans les étoiles. En fin de compte, ça va pas vraiment être la tête dans les étoiles, ça va surtout être les caméras dans les étoiles. Parce qu'observer le ciel est une chose qu'on peut faire, j'allais dire, de façon un peu ponctuelle. Mais passer toutes ces nuits dehors, c'est pas toujours très très simple. Pour simplifier un petit peu cette observation, nous avons mis au point, alors c'est une association, le logo en haut à gauche, hein, un petit groupe de personnes qui faisons ce genre de choses, des appareils qui filment ce qui se passe un petit peu la nuit dans le ciel et qui enregistrent tous les phénomènes lumineux pouvant passer. Ça va, vous verrez, ça va des avions aux météorites. C'était au mois d'avril, je crois. On avait fait un petit article dans le journal dans le Sud-Ouest parce que le système qu'on venait juste de mettre en place avait enregistré un phénomène un peu bizarre qui a été soumis à analyse que je vais vous présenter, et une analyse aussi d'un autre phénomène qui a été enregistré un mois après et corroboré par une observation à Toulouse. Donc à travers la présentation de ce soir, je vais vous montrer un petit peu l'utilité et le fonctionnement de ce petit système. J'en ai amené un, on pourra le passer tout à l'heure. Vous pourrez voir un petit peu comment ça marche. Alors voilà, le système qu'on utilise, c'est un système de caméra vidéo avec comme objectif un fisheye qui filme sur 360 degrés en azimut et 180 dans le ciel, et qui détecte tous les mouvements lumineux. Donc le moindre objet qui clignote ou qui passerait dans le champ des caméras est enregistré. Donc voilà ce qu'il y a sur le toit de ma maison. Un mât avec deux petites caméras de ce style-là. Et voilà ce qu'on voit, pour vous donner un peu une idée du champ visuel. Et le genre de phénomène enregistré, je vais vous en montrer. Hop. Voilà, vous allez voir un avion de ligne, je vais vous le montrer, il est là. Voilà, vous notez que l'avion de ligne clignote. C'est important. Une météorite, donc un peu différent type, vous allez la voir passer. Hop, vous l'avez vu, je peux la remettre. Donc on voit bien la traînée de la météorite. Alors un rayon cosmique, oui, ça arrive de temps en temps. Et on les détecte, ça fait des petits points lumineux sur les caméras. Hop, vous l'avez vu au milieu. Donc ça détecte. C'est quoi un rayon cosmique? Ce sont des particules qui traversent l'espace, qui sont issues du Soleil, et qui traversent l'atmosphère et qui viennent régulièrement percuter la Terre. Donc ce petit système-là a enregistré donc le 27 avril 2015 un phénomène un peu spécial, et ça fait l'office d'un article dans le Sud-Ouest, et aussi un mois après quasiment, qui a fait un article dans la Dépêche à Toulouse, d'un autre phénomène qui était une boule de feu qui avait été vue là-bas. Voilà le phénomène qui a été enregistré. Hop, je vais vous le passer, vous allez voir. Vous voyez cette espèce de trait lumineux qui a parcouru l'écran. Et il a été détecté par les deux caméras. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas parler d'un défaut d'une caméra ou d'un artefact sur une caméra parce qu'il a été détecté par deux appareils différents. Je vous montre le deuxième. Alors voilà, il y a la couverture nuageuse qui permet de localiser un petit peu l'altitude de l'objet. Et ça, c'est la deuxième caméra, parce qu'il y a une caméra noir et blanc et une caméra couleur. Alors, pour situer un petit peu, alors, je ne sais pas si vous le voyez dans le fond, parce que le contraste n'est pas fantastique. Il y avait donc la couverture nuageuse et la trajectoire de l'objet qui allait du nord-nord-est vers, on va dire, vers l'ouest. J'ai récupéré pour avoir, comme il y avait des nuages, avec les nuages, on peut déterminer l'altitude de l'objet qui a traversé la couche nuageuse. Donc on récupère un fichier qui sont les données METAR, qui sont récupérées sur les aéroports, qui permet le jour et l'heure de déterminer les conditions météo. Donc ce jour-là, on avait une visibilité supérieure à 10 km, 10 km de visibilité, des nuages. Alors il y avait trois couches nuageuses, la première à 270 mètres, la seconde à 1440 mètres et la troisième à 5400 mètres. L'objet qu'on a vu tout à l'heure se déplaçait donc du nord-nord-est vers l'ouest-sud-ouest, et il est au-dessus de la couverture nuageuse à droite. Comme vous avez pu le voir, il traverse la couverture nuageuse. Donc on a soumis cette image à un météorologue qui lui a jugé que la couche nuageuse qui était visée se situait aux environs de 1400 mètres. Avec la forme des nuages, lui pense que c'est à peu près cette altitude. On a fait une simulation donc avec les trois plafonds nuageux pour déterminer à la fois la distance à laquelle était l'objet et sa vitesse. Donc si on prend, j'allais dire, une altitude, alors c'est de la trigonométrie, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui aimait les maths.
Là-bas, je parle peut-être un peu vite pour Madi. Donc, à une altitude de 270 mètres, la vitesse de l'objet calculée était d'environ 360 km. À 1400 mètres, 1900 km/h, là, ça commence à devenir impressionnant. Et à une altitude de 5 km 4, on avait 7200 km/h. Alors après, on peut faire une petite simulation sur Google, ça c'est assez pratique. Donc avec ces données-là, on peut avoir la trajectoire de l'objet passé au-dessus de Rochefort, entre le point d'apparition à droite de la caméra et sa disparition à gauche. Donc à l'altitude de 270 mètres, par rapport à la station, on était à 500 mètres de distance de l'objet. Donc il est vraiment passé, s'il était à l'altitude de 270 mètres, très très bas. Si on prend une altitude de 1400 mètres, alors ça faisait entre le Vergeroux et je ne sais pas trop ce qu'il peut y avoir en bas, doit être Saint-Nazaire, je pense. Si on descend sur le... Voilà un peu la trajectoire de l'objet. Et si on passe à 5400 mètres, voilà sa trajectoire. Un petit récapitulatif quand même des données principales. Donc c'est la distance parcourue par l'objet, sa vitesse. Alors en mètres secondes, mais en kilomètres heure, c'est peut-être plus parlant. Donc, s'il était à une altitude de 270 mètres, il volait à environ 360 km/h. À 1440 mètres, 1870 km/h. Et à 5004, 7002. 7002, ça fait quand même Mach 7, hein, pas loin. C'est quand même, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui vole à cette vitesse fabriquée par l'homme. Une météorite, mais pas au-delà. Donc, à partir de ces données, on s'est dit, qu'est-ce que peut être cet objet? Alors, un avion de chasse, pourquoi pas, puisque Mach 1900 km/h, c'est très proche d'une vitesse d'un avion. Le souci, c'est que comme vous avez pu le voir sur les premières images, un avion, lorsqu'il vole, il a une signalisation lumineuse qui clignote, et on les repère assez facilement. Or, dans la vidéo, on voit bien que ça clignotait absolument pas. Donc, on a éliminé l'avion. Alors après, il y a l'hélicoptère. L'hélicoptère, la vitesse est compatible avec la vitesse d'un hélicoptère, entre 270 et 300 km/h. Ainsi que l'altitude de vol, qui correspond à peu près au plafond minimum pour un hélicoptère. Donc on s'est dit, un hélicoptère peut-être. Et après, un plafond de 5400 mètres, une vitesse de 7000 km/h, la seule chose qui pourrait éventuellement traverser le ciel à cette vitesse, c'est une météorite. Alors là, on est un peu coincé parce qu'on a quand même deux hypothèses, c'est ou l'hélicoptère ou la météorite, et on peut guère aller plus loin. Et c'est là que le système qu'on a conçu est un petit peu spécifique. On utilise sur les caméras un petit appareil, j'en ai amené un si vous voulez tout à l'heure pour regarder, qui est un réseau de diffraction qui décompose la lumière. Et en décomposant la lumière, on peut connaître les constituantes chimiques de ce qui a généré la lumière. Donc en parallèle d'avoir capturé l'objet qui a traversé le ciel, on a capturé aussi sa signature spectrale, ce qui peut correspondre à une empreinte digitale pour caractériser la lumière. Voilà, donc les deux caméras sont équipées de ce petit système. Donc voilà, je vous explique vite fait. C'est donc comme un prisme. La lumière est décomposée en longueur d'onde, en fréquence, et chaque longueur d'onde correspond à un élément chimique. C'est ce qu'utilisent les astronomes, par exemple, pour déterminer la composition chimique des planètes qu'ils observent. À partir de la lumière, pour savoir s'il y a de l'oxygène, de l'hydrogène, du carbone ou autre. Le principe est exactement le même. Donc là, on voit bien les deux objets. Donc là, ici, on a de part et d'autre de l'objet le spectre. Là, on le voit moins bien parce que c'est en couleur. Donc la méthode qu'on utilise, nous d'ailleurs, je vais passer très vite dessus, mais c'est pour montrer un petit peu comment on peut analyser une image comme ça. Donc on extrait le spectre lumineux, qui est ici, et on a un petit logiciel d'analyse qui nous permet d'obtenir les longueurs d'onde de l'objet observé. Et à partir de là, je vais faire simple aussi, on fait une comparaison avec des spectres étalons d'objets connus, comme par exemple ici à gauche, le spectre d'une météorite ferreuse, qui pourrait être l'objet en tant que tel, mais on se rend compte qu'on a bien trois pics, comme un peu ici, 1, 2 et 3, mais les longueurs d'onde ne sont pas du tout les mêmes, puisque notre objet est plus près, j'allais dire, de 450 nanos et de 500 nanos, c'est des longueurs d'onde, pardon, nanomètres, que ici où on est entre 4000 et 5000. Donc on est vraiment plus décalé à gauche. L'hypothèse de la météorite a été enlevée parce que le spectre en tant que tel ne correspond pas à celui d'une météorite. Hop, pardon. On a un deuxième spectre qui serait compatible, qui est celui d'une LED blanche. Donc les LED qu'on voit en ce moment sur tous les projecteurs d'économie d'énergie. Et là, on est vraiment dans le type M du spectre, puisqu'on a ici un pic à 450 qu'on a là-bas, et derrière
une réponse un petit peu, je ne rentrerai pas dans le fonctionnement de l'aile, la façon dont ça fonctionne. Et là, on est beaucoup plus proche du spectre qu'on a obtenu, où ça peut s'expliquer. On a fait une petite recherche et on se rend compte que c'est pareil, on a tout ce qui est sur l'aviation, les hélicoptères, on est en train d'enlever toutes les ampoules classiques pour passer sur des ampoules à LED. Donc ça peut conforter effectivement l'hypothèse d'un hélicoptère qui serait équipé de ce genre de projecteur. Petit rappel aussi donc, du tableau de tout à l'heure avec les distances et les vitesses, parce que c'est toujours ce qu'il faut se rappeler. Un petit calcul trigonométrique aussi, donc on a pris la longueur de l'objet sur le film et puis on en a déduit sa taille. À 270 mètres, l'objet fait 20 mètres de long, calculé, hein. Il fait peut-être un peu moins, il fait peut-être un peu plus, mais c'est calculé. À 1400 mètres, il commence à faire 100 mètres de long, ça commence à faire un beau bébé, surtout à Mach 2. Et à 5400 mètres, 300 mètres de long à 7200 km/h. C'est un porte-avions. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On a regardé un petit peu ce qui se faisait au niveau militaire français et on s'est rendu compte que c'était compatible avec au moins 3 appareils, le Super Puma, le Puma SA330 et un EC725 Caracal qui font tous entre 18 et 20 mètres. Donc au niveau de la dimension, on est à peu près dans ce qu'on a calculé, ainsi que pour la vitesse, puisqu'on a des vitesses qui sont très proches de 300 km/h. Alors ça, c'est un peu pour le fun quand même, parce qu'à 100 mètres de long, un Antonov, qui est quand même un gros avion russe de transport, mesure 85 mètres de long, donc on est quand même en dessous, mais je vois mal un Antonov voler à 7200 km/h, c'est quand même un peu gros. Et voilà, 300 mètres de long, c'est un peu plus que le Charles de Gaulle. C'est pareil, je vois mal le Charles de Gaulle traverser le ciel. Hein, voilà, c'est quand même... On est toujours en interrogation sur cette observation, parce qu'on a des données qui colleraient avec un hélicoptère. On n'en a pas la certitude. On a envoyé les vidéos il y a 2 semaines à une agence qui puisse nous donner des informations sur... Effectivement, c'est un hélicoptère ou c'est pas un hélicoptère. Si c'est pas un hélicoptère, voilà, la question reste en suspens, c'est pas ce que ça peut être. Ça, c'était la première observation qui est en suspens. La deuxième, où je vais aller un petit peu plus vite. Alors, tout a commencé en fin de compte de cet article, puisque j'ai un collègue qui habite Toulouse et qui, dans la presse toulousaine, dit tiens, c'est marrant, il y a une boule de feu qui a traversé le ciel toulousain. Est-ce que toi, tu as enregistré quelque chose? Alors, tous les matins, on va sur l'ordinateur pour voir un petit peu les enregistrements de la nuit. Bon, s'il n'y a pas eu trop de nuages, on arrive à voir des choses. Et effectivement, dans le créneau horaire concerné, j'avais un objet qui a traversé le champ de la caméra. Je vous le remets. Donc on avait vraiment la description d'une boule de feu qui traverse le ciel. On ne voit pas la traînée parce qu'on est dans un angle qui fait que la traînée était derrière. Et dans notre chance pour analyser un petit peu le phénomène, on n'a pas de plafond nuageux qui nous permet d'obtenir l'altitude, donc on ne sait pas à quelle distance il est, mais on sait visuellement que c'est une météorite. Et en plus, deuxième chose, grâce au petit système qu'on a mis, on a un spectre. Alors pareil, hein, là j'ai condensé sur diapo, donc on a extrait le spectre, on l'a passé dans notre petit logiciel, et là, on s'est rendu compte que le spectre obtenu était vraiment celui d'une météorite. Donc on a vraiment conforté l'observation, c'est-à-dire que scientifiquement, ce qu'on a vu, c'est une météorite avec du fer, du manganèse, de l'oxygène. À partir de ces informations, en plus, en faisant une petite recherche, on s'est rendu compte que quand on voit de l'oxygène dans ce genre de spectre, c'est que l'objet se décomposait très rapidement et était à une altitude de 100-110 km. Et ça nous a permis de déterminer la trajectoire sur une carte de l'objet qui s'est déplacé, j'allais dire, dans une zone qui était située effectivement entre, j'allais dire, Toulouse et je ne sais pas trop ce qu'il peut y avoir comme ville connue dans le coin ici. Et l'observation avait été faite là-bas, à Aucamville. Et effectivement, quand on voit les calculs qu'on nous pied, on est vraiment dans la zone. Chose qui a donc conforté cette observation. Autant l'autre, on ne sait toujours pas ce que c'est et on attend d'avoir un petit peu des retours de cette agence. Autant là, c'est très clair, c'est effectivement la même météorite qui avait été vue à quand même 400 km de distance. Le système est capable de détecter des objets très lumineux à 400 km de distance. Voilà. Donc, à travers cette petite présentation, je vous ai montré, je vais vous la faire passer si vous voulez regarder, donc l'objet un petit peu en question, qui est sur le toit de mon garage et qui enregistre ce genre de phénomène. Dans la semaine, j'ai enregistré aussi 2 météorites, j'ai pas eu le temps
de les passer, et nous travaillons à déployer ce genre de petits appareils chez les particuliers. Je ne vais pas vous en vendre ce soir parce qu'on n'en a que 3, mais plus on pourra couvrir de superficie, plus on pourra trianguler et vraiment trouver les objets. Voilà. S'il y a des questions. Merci. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Pour savoir si c'est un hélicoptère, il n'y a pas moyen d'interroger l'armée ou... Alors j'ai appelé la tour de contrôle de l'aéroport de Saint-Aignan, mais pour eux il n'y avait rien. Donc après, on n'a pas nous de clés pour pouvoir avoir d'autres informations sur des objets qui passent. Sachant que ce jour-là, c'était quand même 5 h du matin, bon, j'étais réveillé, j'ai pas entendu de bruit. C'est distant, on n'a pas 300 mètres 300 mètres, si, et puis ça aussi. 300 mètres, si. Elle est Ah, comme ouais. ça, tu l'entends. Ouais. Je ne comprends pas comment vous arrivez à déterminer, même en trigonométrie, la taille de l'objet, en fait, puisque Sont dans le ce que vous voyez, c'est uniquement un point lumineux. Ah non, c'est plus qu'un point. Sur les premières observations, je peux revenir, on a l'objet en tant que tel. C'est là que c'est assez... je reviens Il n'y dessus. a pas un zoom sur votre caméra? Et non, il n'y a pas de zoom. Le but principal de ces caméras, c'est pas de rechercher, j'allais dire, la qualité de l'image, c'est de récupérer le spectre lumineux. Parce que des photos, on peut en trouver, voilà, on trouve un objet, on le prend en photo, ça ne nous donne pas ni la nature de l'objet, ni sa vitesse, on ne sait pas trop. Alors qu'avec un spectre, on peut vraiment déterminer ce qu'il constitue. Après, dire ce que c'est, on ne sait pas, mais au moins, c'est ce qu'il constitue. La première observation, on est parti vers des LED blanches. Donc on sait que c'est un objet qui a un éclairage à base de LED blanche. Déterminer après la nature de l'objet, ça on ne peut pas le savoir. Si on n'avait pas eu ce système-là, même avec un objet net, vu la distance, on aurait vu un point net, mais ça serait arrêté là. On voit bien que l'objet, il a quand même c'est plus qu'un point. C'est beaucoup plus qu'un point. Je sais pas si là-bas vous voyez peut-être pas. C'est un ruban de LED. Voilà, c'est un ruban. Ça peut être un ruban de LED, mais qui ferait 20 mètres de long. C'est un hélicoptère qui fait tout Noël. Peut-être. Les hélicoptères laissent une traînée lumineuse aussi importante que ça? On en voit passer la nuit, hein, et... Bah oui, je suis d'accord avec vous. Surtout, Je suis bien d'accord. Moi, j'ai pas la réponse à la nature de l'observation. Si, quand on a un Voilà. hélicoptère qui fait la côte pour surveiller de nuit les parcs à huîtres avec ses phares, ça se voit quand même. Ah oui, 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 ça s'entend. Sur les deux caméras et sur les distances, sur les altitudes. Ah bah avec la couverture nuageuse, oui. Ah oui, d'accord. Puisqu'on le voit vraiment passer, d'arriver d'au-dessus de la couverture nuageuse, on peut la repasser, je sais pas si voilà. On voit bien qu'il arrive de au-dessus de la couverture nuageuse de droite. Il est caché, oui. Et qui passe au travers. Ah, c'est un ovni, c'est tout, voilà. Bah, dans le terme, oui, c'est non identifié pour l'instant, c'est ce que c'est. Voilà. Oui. Pas ici. Pas ici. Si, en France. Il y a un système, j'allais dire, un peu équivalent qui est en train d'être installé par le CNES. Ils en ont déployé 3, des caméras dans d'autres moyens, puisque on est sur un facteur 40 au niveau du coût. Il y en a une sur le pic du Midi, il y en a une à Paris sur l'observatoire, je n'ai plus exactement le nom, et il y en a une troisième, mais la des couverture. satellites militaires aussi. Oui, On veut dire, j'ai pas accès. Hein. S'ils avaient observé quelque chose, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la direction des renseignements militaires, qui a des satellites qui s'appellent l'IOS. Ah, peut-être, oui. Et ça, donc, si vous voulez, Nous, on n'a pas l'information, en tant que particulier, on n'a pas l'information. Oui. Mais vous ne les avez pas, les satellites avec Certains, si, il arrive qu'on en ait, ouais. Bon, après, ça dépend de la sensibilité de la caméra. Quelquefois, l'armée, d'un point de vue confidentiel, déclenche des plans un petit peu assez confidentiels. Alors, on parlait un petit peu des mirages et tout ça. Enfin, C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Aux États-Unis, il y a souvent des essais comme ça. C'est tout à fait possible. Des... Des phénomènes un peu... Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, nous, particuliers, on n'a pas accès à ces données. L'armée de l'air, Ce qui est logique. Parce que là, c'est la nuit, c'est quand du matin. Oui, tout à fait. Donc, on doit savoir s'il y a des avions qui volent. Ah bah oui, surtout qu'il y a deux pistes. Il y a deux pistes qui sont pas loin. Il y a celle de Saint-Aignan qui est sur la trajectoire. Et puis, il y a l'ancienne piste de l'école de gendarmerie. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est
utilisé en ce moment, mais peut-être... Opérationnel. Non, bah, La surveillance du ciel, c'est pas à partir des bases, c'est à partir des centres. Il y en a 3 ou 4 en France, des centres de détection, mais toute altitude. C'est Taverny, c'est un tout ça. On regarde ce qu'on enregistre d'habitude, c'est de la météorite, des éclairs aussi quand il y a de l'orage, forcément, on les enregistre, des avions de ligne. Là, on est vraiment plus sur un objet qui n'est pas sur une trajectoire habituelle. Hein, franchement, là, longé comme ça, on n'a jamais enregistré d'objet. Mais c'est effectivement la première fois qu'on enregistre un phénomène aussi étrange. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'observation au sol voit un certain nombre de choses. Et si vous êtes à 50 000 pieds, vous en voyez 3, 4 fois plus. Ah ouais, il n'y a qu'à 50 000 pieds. Et avec vos calculs, vous n'êtes pas en mesure de donner la vraie distance en voie, la distance. là, vous nous dites qu'il y a 3 options. Hein. Oui. Mais, Bah, si c'est la troisième option... si c'est la troisième option, c'est franchement inquiétant. Oui. Mais non, si c'est... La logique voudrait qu'on soit sur la première option. Techniquement, c'est celle qui nous semble la plus probable. Vous n'avez pas des calculs trigonométriques? Non, puisqu'on apporte d'autres informations. On peut définir qu'on a un plafond nuageux dont on n'est pas réellement certain. Donc on peut calculer les 3 hypothèses. Et dans ces 3 hypothèses, on prend la plus logique, qui n'est peut-être pas forcément la bonne. Hein, mais c'est vrai que le plus rassurant serait que ce soit un hélicoptère. De toute façon, de nuit, on n'a pas notion de distance. D'où la nécessité d'avoir un repère comme celui-ci, parce que quand il n'y a pas de nuages, comme le coup de la météorite, on voit que c'était une météorite, on ne sait pas quelle altitude elle est, parce que c'est absolument Je pas comprends possible. pas, un hélicoptère c'est un point lumineux, c'est pas un ruban lumineux. Oui, non, tout à fait. C'est ce qui nous a un petit peu heurté. Et puis il n'y a pas de signalisation. Alors je sais que les hélicoptères, on les voit pas toujours parce que comme ils sont posés sur la queue et sur les derrière, on les voit pas toujours suivant l'angle de l'hélicoptère. Là, on a un phénomène lumineux qui effectivement persiste. Ouais, tout à fait. Alors en plus, c'est pas, on aurait pu dire que c'est un peu si on avait fait une photo en pause avec une traînée parce que ça aurait impressionné un peu la pellicule sur une longue durée. Mais là même pas puisque c'est une image. Donc ça peut pas être des artefacts lumineux parce que vous en avez. les deux caméras l'ont enregistré. Oui, mais là vous avez un reflet dans la partie médiane inférieure. Là, là, c'est les lampadaires de la ville. Non, mais juste au-dessus. Alors, ça, c'est le spectre des lampadaires de la ville. Et vous ne pensez pas que ça peut être un artefact comme ça, d'un éclat lumineux Mais qui se promène? Il passe derrière les nuages. Un artefact qu'on en a eu quand il y a eu le spectacle au retour de l'Hermione. Il y avait des projecteurs sur la corderie royale et effectivement là on les a vus parce qu'ils se sont reflétés sur les nuages, mais ils passaient pas derrière les nuages. Là ça passe vraiment derrière les nuages. Donc c'est pas un reflet, c'est pas un artefact dû à un véhicule ou un objet qui passerait derrière. Je peux vous faire si vous voulez jeter un coup d'œil, je peux vous le laisser. Vous verrez la dimension de ça coûte cher votre équipement là? Alors, honnêtement, ça, non. Parce qu'on en trouve, on en trouve des systèmes dans le commerce qui s'appellent des caméras all sky, donc plein ciel. Il faut compter entre 3 000 et 4 000 euros. Voilà. Nous avons pour volonté au sein de l'association justement de démocratiser un petit peu ce genre d'appareil et de les concevoir pour qu'elles coûtent moins de 200 euros. Chez Doré, il y en a. Voilà. Là, on est sur un objet qui actuellement coûte entre 100 et 150 euros. Ça c'est fabriqué où? C'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est vous qui Ah oui, c'est fabriqué maison, c'est pas dans le commerce. Voilà, c'est entièrement conçu maison. Vous avez combien de brevets? Non, parce que ça existe déjà sous une autre forme. Ça va être difficile de déposer un brevet sur quelque chose qui existe déjà. Pas ça, un autre système, oui, peut-être, mais pas celui-là. Là, je peux pas vous le montrer là, mais on a un système qui va en parallèle de celui-ci, qui se déplace et suit les objets dans le ciel. Entièrement robotisé. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, ça nous a permis de voir aussi qu'il y avait des choses qui se passent au-dessus de nos têtes et on n'est pas toujours au courant. Oui, voilà. tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Ouais,